Bonjour. Dans la série Méditation naturelle et récits d'éveil, finalement, je vais vous proposer aujourd'hui ce livre magnifique, Libre, un mental en paix avec lui-même de Byron Katie aux éditions Synchroniques. Je vais vous lire deux textes, un de son mari Stephen Mitchell qui la présente, et ensuite un extrait où on voit comment Katie s'y prend avec les gens. Je chausse mes lunettes. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Byron Katie trouveront ici quelques informations relatives à son passé. À mi-parcours d'une vie d'américaine ordinaire, 2 mariages, 3 enfants, une brillante carrière, Katie s'enfonce 10 années durant dans une spirale de dépression, d'agoraphobie, de haine d'elle-même et de désespoir suicidaire. Elle boit trop, son mari lui apporte des litres de crème glacée et des pilules de codéine qu'elle croque comme des bonbons, et elle finit par peser plus de 100 kilos. Elle dort avec un 357 Magnum sous son lit, et chaque soir elle prie pour ne pas se réveiller le lendemain matin. Et c'est uniquement parce qu'elle s'inquiète pour ses enfants qu'elle ne met pas fin à ses jours. Au cours des 2 dernières années de ce calvaire, elle ne peut pratiquement plus sortir de chez elle et reste dans sa chambre plusieurs jours d'affilée, sans même pouvoir se doucher ou se brosser les dents. À quoi bon, se demande-t-elle, de toute façon, ça ne sert à rien. En février 86, à 43 ans, elle finit par se faire admettre dans le seul type d'établissement que son assurance accepte de financer, un centre de réadaptation pour femmes atteintes de troubles alimentaires. Les résidentes ont si peur de Katie qu'on lui donne une chambre sous les combles et qu'elle piège l'escalier tous les soirs. Elles craignent que Katie ne descende pour leur faire des misères. Un matin, environ 1 semaine après son arrivée, Katie fait une expérience qui va radicalement changer sa vie. Tandis qu'elle est allongée sur le sol, elle se sent indigne de dormir dans un lit. Un cafard grimpe sur sa cheville, puis sur son pied. Elle ouvre les yeux. Sa dépression, sa peur, toutes les pensées qui la tourmentaient ont disparu. Katie parle. Alors que j'étais couchée par terre, dit-elle, j'ai compris que lorsque je dormais, avant le cafard ou le pied, avant toute pensée, avant tout monde quel qu'il soit, il n'y a rien. À cet instant, les 4 questions du travail sont nées. Le travail, c'est une approche que Katie a mise au point pour aider les gens. Non seulement de la thérapie ou du développement personnel, mais vraiment une méthode d'éveil. Je redonne la parole à Stephen Mitchell. Elle se sent ivre de joie. Cette joie durera des heures, des jours, des mois et des années. Quand elle rentre chez elle, ses enfants, qui vivaient dans la hantise de ses sautes d'humeur explosives, la reconnaissent à peine. Ses yeux ont changé. Le bleu était devenu très clair, très beau, se souvient sa fille Roxane. Quand on y plongeait le regard, on voyait qu'elle était aussi innocente qu'un bébé. Elle était heureuse toute la journée, tous les jours, et elle semblait débordée d'amour. Elle passe le plus clair de son temps dans le silence, assise des heures durant devant la fenêtre ou dans le désert. Avant ce changement, raconte son cadet Ross, je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Après, je ne pouvais plus m'arrêter de le faire. Katie aura besoin de plusieurs années pour apprendre à parler de son état, de ce qu'elle ressent. Sa prise de conscience ne repose sur aucun élément extérieur. Elle n'a jamais lu d'ouvrage de spiritualité ou entendu parler de pratiques spirituelles. Elle n'a pour seul guide que sa propre expérience et
Tout ce dont elle a besoin, c'est de l'investigation qui est vivante en elle. Et je vais précisément vous lire un extrait dans le chapitre intitulé « L'espace entre les pensées ». Alors, il faut savoir au préalable que dans ce livre, son mari lui fait découvrir un texte bouddhique important de la non-dualité, le Sutra du Diamant. Et Katie, qui ne connaît à peu près rien à tout ça, commente les propos attribués au Bouddha. Donc dans cet extrait, ça commence par le Sutra du Diamant 27, où le Bouddha dit « Subhuti, ne va pas croire que le Bouddha atteint l'éveil du fait de quelconques attributs physiques distinctifs. Le Bouddha n'atteint pas l'éveil grâce à des attributs physiques distinctifs. Et ne crois pas qu'une personne qui atteint l'éveil considère toute chose comme inexistante. Une personne qui atteint l'éveil ne considère pas toute chose comme inexistante. » Parole à Cathy. Pensez à vos pieds. Aviez-vous des pieds avant que je vous demande d'y penser? Existaient-ils dans votre conscience? Les avez-vous placés dans leur position actuelle? Quelque chose l'a fait. Mais il y a encore quelques instants, vous n'aviez pas de pieds, pas d'histoire, pas de pieds. Il en est de même pour tout, pas d'histoire, pas de monde. Dans les mois qui ont suivi mon éveil à la réalité, j'ai versé bien des larmes parce que j'avais tout perdu au monde. Il n'y avait aucune tristesse dans ces larmes, simplement de la gratitude et la conscience que rien dans le monde ne m'appartient. Ce n'était pas mon corps que je perdais, puisque je l'avais perdu dès ma première expérience sur le sol du grenier du centre de réadaptation. Voilà ce qui arrivait. Vous voyez une chaise, par exemple, et vous prenez conscience que ce n'est pas une chaise, que vous avez même perdu cela. Il n'y a plus nulle part où marcher, plus personne pour marcher et plus de sol, rien. Alors quelqu'un arrive et dit « Bonjour Cathy », puis vous vous mettez à parler et vous savez que ce n'est pas à cette personne que vous parlez, mais à votre propre mental. Personne d'autre ne parle, vous en avez la totale certitude. Vous ne pouvez pas faire machine arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible, car vous ne pouvez créer quelque chose vers quoi vous pourriez revenir. Et tout se dissout à un niveau plus profond. Pourtant, il reste toujours quelque chose de stable. Et vous ne pouvez même pas vous y accrocher, car vous savez que ce n'est pas réel non plus. Impossible de conserver quoi que ce soit, aucune vérité. L'investigation emporte tout. Pour moi, la seule chose qui existe, c'est la pensée qui vient juste d'apparaître. Avant cette pensée, il n'existait rien. Il n'y a rien à créer. Il n'y a personne et personne ne crée rien. Donc, inlassablement, nous retournons dans l'espace entre les pensées. Certains maîtres de la non-dualité disent que rien n'existe. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus, comme Bouddha l'affirme ici. La vérité ne peut être exprimée par des mots. Elle ne se trouve pas d'un côté de l'alternative soit ceci, soit cela. Elle a 1 milliard de côtés et simultanément aucun. Si une vérité apparente a un contraire, elle ne peut être valide. Que les choses existent ou non, les gens s'en soucient peu. Ils veulent simplement être heureux. Notre état naturel, c'est le bonheur. Mais quand nous croyons nos pensées, nous en ressentons les effets sous forme de stress. Si des gens souffrent, à quoi bon sur le long terme leur dire qu'ils sont parfaits ou que leur état naturel est le bonheur? Vous leur permettrez peut-être d'entrevoir qui ils sont en réalité,
mais le monde souterrain des pensées non remises en question submergera cette perception et les reconduira directement dans leur cauchemar. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Je suis perdu », c'est un acte de bienveillance que de lui montrer le chemin si vous le connaissez. Ici, prenez à droite, là à gauche, et vous serez dans Main Street. Ensuite, continuez toujours tout droit. Tout ce qui est créé peut être décréé. Tout est pure imagination. Dire « il n'y a rien » exclut celui qui le croit. On ne peut jamais dire qu'il n'y a rien parce que la première pensée est le commencement de l'univers. Il n'y a jamais rien eu avant ce commencement, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait rien, il n'y a que l'un majuscule. Il ne peut y avoir de zéro. Un zéro, en réalité, c'est un 1 qui imagine un zéro. Seul un quelque chose pourrait penser à rien. Tout ce qu'on perçoit ou pense se trouve déjà dans le passé, ainsi qu'on peut l'observer, et c'est un constat magnifique s'il fait l'objet d'une prise de conscience sincère, puisqu'il ne comporte aucune vérité à prouver ou à enseigner. Mais enseigner qu'il n'y a rien, si bien intentionné que soit l'enseignement, c'est attirer l'attention sur quelque chose. C'est pourquoi le silence est l'expression la plus fidèle de ce qui est. Le silence est un reflet de l'esprit de Bouddha, qui sait que tous les mots sont inexacts. Il jaillit et se répand en incessante création, accompagné de son rire profond et silencieux. La seule chose avec laquelle vous devez travailler, c'est votre mode de pensée. Les gens me disent qu'ils veulent que leur mental soit silencieux. Ils pensent que la liberté, c'est un mental qui s'arrête. Ce n'est pas l'expérience que j'en ai faite. Comme mon mental ne voulait pas se taire, j'ai appris à accueillir mes pensées avec compréhension grâce à l'investigation. J'ai pu alors observer que les gens exprimaient les mêmes pensées que celles qui avaient été les miennes. Et comme je les avais accueillis avec compréhension, il ne restait personne à accueillir. Il n'y avait que des concepts compris que j'ai appelés les gens. Et si vous le voulez bien, je vous propose un petit instant de silence, le corps détendu, ou simplement on accueille tout ce qui se présente à nous, sans nous y attacher, sans rien faire pour que ça dure, ni pour que ça cesse. Juste être grand ouvert, réceptif, sensible. Je vous remercie. L'investigation à laquelle se réfère Byron Katie et auquel elle a donné le nom de Le Travail, vous pouvez trouver sur Internet des explications. Ce sont 4 questions qui, si on les applique, ont un pouvoir étonnant. À bientôt.